Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du 3 novembre dont voici les titres. Les maisons de santé, principaux outils de lutte contre la désertification médicale. Leurs avantages ont été évoqués hier par les députés à l'Assemblée nationale. Reportage à la maison de santé d'Avoine. Les habitants de Maillé, partie civile dans le cadre de l'enquête judiciaire en cours actuellement en Allemagne afin de retrouver les auteurs du massacre de Maillé. Une initiative du maire Bernard Eliaume afin d'avoir accès aux éléments de l'enquête. Nouvel animal à l'honneur au Muséum d'histoire naturelle de Tours, l'ours, à la découverte de son histoire et de ses différentes espèces. Les maisons de santé se sont invitées hier dans les débats à l'Assemblée nationale à l'occasion du projet de loi de finances de la santé. Des maisons présentées comme un moyen de lutte contre la désertification médicale en zone rurale. Avoine fait figure d'exemple. Depuis avril dernier, une vingtaine de professionnels de la médecine se sont regroupés dans ces locaux. Ici, une seule salle d'attente pour 6 médecins généralistes et il en va de même pour les dentistes ou les infirmières. C'est ce qui a motivé ce jeune médecin lorsqu'il a pris la décision de s'installer dans le Véron. Nous ici, on n'était pas touchés par une pénurie particulière, mais en fait le but c'était d'essayer d'anticiper ce qui se passe dans d'autres régions et donc de créer une structure qui pouvait rester attractive pour les jeunes générations. J'ai même pas pensé à m'installer tout seul en fait. Et chez vous, alors, vous avez fait des relevés ou pas ? Grâce à un logiciel commun, cette maison de santé a favorisé une meilleure coordination entre les médecins. Ainsi, le suivi des patients est amélioré, que ce soit avec un spécialiste ou un autre généraliste en cas d'absence de son médecin traitant. Si un médecin est absent, il y en a un autre qui est là pour le remplacer. Les kinés, tout est sur place, on n'a pas cherché les adresses lorsque l'on a besoin du personnel médical. L'union fait la force. C'est en quelque sorte comme cela que l'on pourrait qualifier ces maisons de santé. Car entre les visites à domicile et le nombre de patients à voir, l'emploi du temps d'un médecin rural est très chargé, ce qui motive la désaffection pour ces postes. En se regroupant, les médecins peuvent ainsi se dégager un peu plus de temps. Mais ne monte pas une maison de santé tout territoire qui veut. À Avoine, le projet a mis plus de 5 ans et il émane des médecins eux-mêmes. Il faut qu'ils soient déjà présents sur le terrain, ou alors qu'ils soient dans des villages environnants et qu'ils fassent exactement comme nous on a fait, qu'on se concerte et puis ensuite qu'on décide de tous se regrouper au même endroit. Sinon, ça marche pas. Sinon, je pense que ça marche pas, sincèrement, parce que c'est une vie en commun. On travaille tous à un minimum d'entre 8 et 12 heures par jour. Les maisons de santé seraient donc un outil pour éviter une future désertification médicale, mais pas forcément la solution pour redensifier un territoire dépourvu de médecins. Une redensification qui pourrait en revanche passer par d'autres mesures, comme l'obtention de bourses pour les étudiants, en contrepartie d'une obligation de s'installer en zone rurale pendant au moins 10 ans. Donc on avait essayé d'introduire... C'est une nouvelle étape qui commence pour les survivants du massacre de Maillé. Le 25 août 1944, 124 habitants du village étaient tués par les Allemands. Et alors qu'une enquête judiciaire est toujours en cours en Allemagne, les survivants de Maillé s'apprêtent à se constituer partie civile afin d'avoir accès aux éléments de l'enquête. En ce moment, ils sont en train d'auditionner des soldats de la 17e Panzerdivision, la division SS, qui est très fortement suspecté. C'est vrai que se constituant partie civile, on peut avoir un accès à ces éléments-là. C'est vraiment le besoin de savoir, quoi. Car 66 ans après le massacre, les questions des survivants restent simples. Qui et pourquoi ? Bon, maintenant, je pense qu'on sait les troupes qui ont fait le massacre, mais on voudrait savoir pourquoi. Surtout pour nous, survivants, mais pour les victimes aussi, les victimes qui ont été massacrées de façon abominable, hein, on sache pourquoi ça a été fait. Entre 10 et 15 personnes ayant perdu des proches ce jour d'août 1944 seraient ainsi susceptibles de se constituer partie civile, accompagnées par la mairie et l'association pour le souvenir de Maillé. L'objectif pour chacun d'entre eux n'étant pas nécessairement d'obtenir un procès, mais bel et bien d'achever enfin leur deuil.
Je ne vous cache pas que la lutte sera difficile, qu'il sera difficile d'identifier des participants, faute d'éléments matériels. On n'a pas tous les éléments scientifiques qui existent aujourd'hui dans une enquête. Compte tenu de l'ancienneté des faits, on ne peut se rattacher qu'à la parole humaine. Et on sait que dans ce type de faits-là, souvent l'amnésie prime. Mi-novembre, avocats et survivants devront donc se rencontrer pour finaliser la procédure afin qu'elle soit soumise au procureur allemand. La suite des événements dépendra quant à elle des éventuels aveux des quelques 300 soldats aujourd'hui auditionnés en Allemagne. Voilà, ça sera votre nouveau compteur. Le petit boîtier vert n'a pas fini de faire parler de lui. La mauvaise publicité autour du nouveau compteur de consommation électrique Linky connaît un nouvel épisode en Touraine avec le licenciement de 10 salariés dans une entreprise de sous-traitance qui a en charge l'installation du dit compteur. Une annonce faite vendredi dernier à la hâte suite à un simple message envoyé sur les téléphones portables des salariés. Je n'ai pas compris parce que moi je travaillais vendredi normalement et un quart d'heure avant on me dit qu'il y aura une réunion. Et j'arrive à la réunion et on me dit que dans le parking qui est là, on me dit que vous êtes licencié. Licenciement confirmé ce matin avec la réception de courriers recommandés. Donc si tu calcules aujourd'hui à vendredi, ça fait même pas 5 jours ouvrables. La direction de l'entreprise est injoignable. Le patron semble se faire le plus discret possible pour ne pas justifier certains comportements suspects, et ce dès la méthode de recrutement. Notre embauche s'est faite dans un bar. Ils sont venus dans un bar, comme si ils venaient chercher quelque chose à, on va dire, à fumer ou ce que vous voulez. Puis de là, ils nous ont proposé un travail ici, on faisait partie de la RSA. Des conditions très particulières. Des conditions très particulières. Et des personnes très particulières qui n'ont, à mon avis, comme c'est dans des quartiers, donc des gens qui ne connaissent pas les lois, qui n'en ont rien à foutre, quoi. Donc on peut jeter et puis faire ce qu'on veut avec eux. Qu'ils ont signé un contrat d'insertion avec l'ANPE en convention qui leur garantit un contrat de travail de 6 mois. Et là, on leur dit aujourd'hui que c'est fini, que c'est la fin de chantier, puisqu'on a les deux mêlés, un contrat de chantier et contrat d'insertion, alors que c'est interdit. On est sur une entreprise voyou qui se permet de jouer avec les règles du Code du travail et même avec les règles fixées par les contrats avec l'ANPE. Jointe par téléphone, la direction de RDF, le commanditaire de la société incriminée, a refusé tout commentaire, déclarant, je cite, « Il s'agit d'un problème entre cette entreprise et ses salariés ». RDF, même s'il le nie, a sa part de responsabilité. Je veux dire, on a rencontré l'inspection du travail à ce sujet. L'inspection du travail est très claire. La direction de RDF est commanditaire d'une entreprise prestataire. Donc, elle est responsable aussi à son niveau, je veux dire, des conditions de travail et des problèmes qui se passent dans cette entreprise. D'ici la fin de l'année, 100 000 compteurs Linky devraient être installés en Touraine et 200 000 à Lyon pour cette première phase de test. Coût estimé pour ERDF, 37 € par installation, pas un centime de plus. Les syndicats dénoncent une pression financière sur les entreprises sous-traitantes. Une pilule difficile à avaler pour ces 10 employés. Qu'ils soient à lunettes, à collier, blanc, noir ou brun, ils intriguent toujours autant. Les ours sont à l'honneur au Muséum d'histoire naturelle de Tours. Et comme le petit ours des cocotiers ou le gigantesque ours polaire, ces plantigrades ont plusieurs facettes. L'ours, effectivement, c'est ce que montre en partie l'exposition, a deux images. À la fois, c'est le doudou, c'est l'animal au pelage tout doux, tout chaud, qui adore les enfants. Donc ça, c'est l'image qu'on en a, nous, actuellement. Et autrefois, nos ancêtres le vénèrent aussi parce qu'il symbolisait la force et la puissance. Ces anciens rois des forêts sont aujourd'hui menacés, même s'ils ont regagné une place de choix auprès des enfants, grâce aux dessins animés. Nous avons ici un ours lipu qui est bien connu parce qu'il s'agit de Balou dans le livre de la jungle. Balou est un ours lipu. Alors effectivement, on peut voir la différence avec le dessin animé de Walt Disney. Alors c'est un ours un petit peu particulier parce qu'il possède en fait une langue assez longue qui lui permet d'aller chercher les insectes ou le miel dans les cavités, dans les creux. Cet ours est l'une des vedettes parmi les 8 espèces présentées durant l'exposition. Il nous tire la langue et puis il a une grosse langue. Et puis qu'il a une drôle de tête. Ici naturalisés, ces grands mammifères carnivores sont presque aussi impressionnants que quand ils étaient vivants. Il n'est plus question de nounours. Qu'ils étaient si grands et puis qu'ils avaient des grandes griffes. Super grandes griffes.
Et moi, je savais pas que ça avait des petites queues. Enfin, moi, je croyais que ça avait pas de queue. Et la star, c'est Willy, l'ours du jardin botanique décédé en 2006. Il sera bientôt rejoint par sa compagne Sophie, qui a disparu du paysage tourangeau fin 2009. Pour voir le couple réuni, il faudra attendre l'année prochaine. L'exposition se terminera en mai 2011.